Bonjour les chefs, c'est Charline du blog menihebdo.com et c'est un plaisir vraiment de te faire cette vidéo. Alors, bientôt c'est Noël, t'en es où dans ton menu? T'as réfléchi? Allez, aujourd'hui, cette vidéo est consacrée aux 10 principales questions que tu dois te poser qui vont t'aider à organiser soit ton repas de Noël, soit ton repas de réveillon, soit ton repas de Nouvel An, enfin voilà, un repas de fête, un moment où tu reçois beaucoup d'invités et que tu veux vraiment mettre tout en œuvre pour que ça fasse un super événement. Alors, la première question que je t'invite à te poser, c'est, bien sûr, alors celle-là elle est logique, combien d'invités tu vas recevoir? Eh bien oui, pousse les gens à te répondre, à confirmer pour savoir exactement combien vous allez être, parce que tu verras, ça va t'aider pour la suite et pour les autres questions. Et aussi, vu le nombre d'invités, tu as sûrement des enfants, petits, moyens, grands, des adultes, des grands mangeurs, des petits mangeurs. À toi de voir un peu quel est l'appétit de tout ce monde-là et de cuisiner en fonction. Alors, une fois que tu as répondu à cette question de combien d'invités il y a, la deuxième question que tu dois te poser, c'est est-ce qu'il y a des régimes particuliers? Est-ce que certaines personnes ne mangent pas certaines choses? Alors, je ne te parle pas des petits j'aime pas ci ou j'aime pas ça. Vraiment, par exemple, je ne mange pas de porc, je ne mange pas de poisson, je ne mange pas de viande, je ne mange pas d'œufs. Enfin voilà, vraiment, ou des allergies, allergies au gluten, allergies pardon, aux arachides. Enfin, tu vois, voilà, des allergies, des choses vraiment que les gens ne mangent pas. Alors, tu dois vraiment te poser cette question, est-ce qu'il y a des régimes particuliers? Et si c'est le cas, pas de panique. Sûrement que tu peux adapter ton menu et faire plaisir à tout le monde. Alors, comment faire plaisir à tout le monde? Par exemple, si tu as quelqu'un qui ne mange pas de viande et tu as prévu du foie gras en entrée, bon, le foie gras, c'est pas du porc, donc si tu as des gens qui ne mangent pas de porc, ça va, puisque sur l'entrée, c'est bon. Et par contre, voilà, pour les personnes qui ne mangent pas de viande, pas de poisson, quelque chose comme ça, eh bien, si tu as prévu, par exemple, une purée de carottes en légumes d'accompagnement de ta viande, en plat principal, eh bien, tu peux garder un petit peu de ces carottes, les mixer avec de la noix de coco ou du gingembre par exemple, et ça te fera une tartinade de carottes, et comme ça, tu as une entrée végétarienne. Alors, bien sûr, ça te fait à peine plus de travail, mais ça ne te demande pas de tout repenser ton menu. Voilà, c'est ça l'idée, si tu as un régime spécial, c'est comment, à partir des ingrédients de ton menu de base, tu vas pouvoir t'adapter sans te surcharger de travail pour faire plaisir à tout le monde. Alors, la troisième question à te poser, c'est qui fait quoi? Si tu as des enfants, un mari, voilà, si tu as une famille et que tu reçois toute ta famille ou ta belle famille à Noël, ça va représenter quand même pas mal de choses. L'apéritif, l'entrée, le plat, le dessert, accueillir les gens, faire un peu le ménage avant, passer du temps avec les invités, pas être toujours en fourneau. Voilà, les jours d'avant, en plus Noël, c'est un... Qu'est-ce que je dis? Faut pas que je dise de bêtises. C'est un dimanche, il me semble. Donc du coup, le samedi, le vendredi, si tu finis de travailler le vendredi soir, ça va être un peu galère. Donc voilà, pour cette question, c'est qui fait quoi? Fais l'inventaire dans ta famille de qui peut t'aider. Voilà, je dis n'importe quoi. Si tu as une grande fille, je sais pas moi, qui a entre 12 et mon âge par exemple, eh ben, elle peut très bien faire le dessert. Voilà, si tu as quelqu'un dans ta famille qui aime bien faire les entrées, les verrines, je sais pas, un petit garçon bien méticuleux qui a envie de faire des bonnes verrines pour l'entrée, voilà. Fais un peu un inventaire de qui peut être dispo, qui peut t'aider. Et comme ça va être vraiment plus facile. Tu vas te décharger de quelques tâches pour ce menu de Noël et ce sera le moment aussi de partager ce moment en cuisine avec tes enfants, avec tes proches, avec ton mari, ta femme. Voilà, peut-être si des invités viennent plutôt t'aider à faire à manger, ce sera l'occasion de passer un bon moment en cuisine et de papoter tout en faisant un excellent repas. Alors, pour la quatrième question, c'est quel est le niveau de cuisine des gens qui vont t'aider à faire le repas ou quel est ton niveau de cuisine? Parce que vraiment, c'est pas dans ces moments-là, il va falloir tester des recettes. C'est pas là que tu te dis, waouh, regarde, j'ai trouvé une bonne recette sur internet de tel site, je vais essayer, j'ai jamais fait. Alors, soit ça peut être une recette que tu connais mais avec une amélioration, et comme tu la connais, tu l'as réussi, tu te dis, bon, par exemple, je sais pas, c'est juste ajouter une épice en plus, ou cuisiner avec des légumes un peu différemment, ou d'autres légumes. Alors là, pas de problème, ça change un peu de l'ordinaire, mais tu comprends et tu réussis la recette. Mais ne t'engage pas dans des recettes que tu ne connais pas. Et c'est pareil pour les gens qui veulent t'aider. Si tes enfants ou ton mari ou ta femme voilà, t'aident, et bien c'est pareil. Voilà, c'est pas le jour où il faut vraiment tester des choses. Il te reste encore quelques semaines avant Noël.
Donc si tu veux vraiment faire une nouvelle recette pour Noël, ce que je te conseille, c'est vraiment de la tester. Parce que, voilà, en fonction du nombre d'invités, que ce soit 2, 4, 10, 20, 50, voilà, c'est pas le moment de se rater le jour J. Déjà que tu as assez de pression comme ça, tu auras fini ta semaine, tu seras fatigué, voilà. C'est vraiment pas le moment de tester de nouvelles choses, même si c'est des petits détails, tu vois. Imaginons tu veux faire un dessert qui d'habitude est à la gélatine. Tu te rends compte qu'il y a quelqu'un qui mange pas de porc et qui est invité à Noël chez toi. Eh bien, c'est pas le moment de te dire oh bah c'est pas grave, je vais mettre de l'agar-agar. Non, l'agar-agar c'est quand même dur à doser. Voilà, il faut quand même le tester. Alors alors c'est pas un moindre changement ça, parce que la gélatine ou l'agar-agar ça joue sur toute la texture de ton dessert ou de ton entrée d'ailleurs. Donc voilà, c'est pas un moindre changement, donc vraiment, fais des choses que tu connais, fais-les bien, assaisonne bien, prends le temps, prends le plaisir, ne sois pas stressé, et c'est voilà, c'est très important de faire attention à ça, je te le garantis. Alors, passons à la 5e question que tu dois te poser. Comment vas-tu servir les plats? Comment vas-tu servir tes invités? Fais-tu un service à l'assiette? Alors, service à l'assiette, c'est comme au restaurant si tu veux. Ça sort de la cuisine, tout sur l'assiette et tu poses une assiette par invité, c'est tout. Ou alors, tu peux faire un service au plat. Ça, tu le sais, bah, c'est comme un peu tous les jours à la maison. Voilà, tu mets par exemple, si tu as cuisiné une choucroute, je te parle en plat de tous les jours, hein, tu mets la choucroute dans un beau plat, tu mets le plat au milieu de la table et tout le monde se sert. Alors, le service à l'assiette, je peux t'en parler puisque dans la restauration, c'est ce qu'on fait. J'ai fait des mariages jusqu'à 900 personnes. Voilà, j'ai fait au moins 2 ans de mariage. Tous les samedis, les étés, c'était mariage. Donc, ce service à l'assiette, je le connais par cœur. Et ben, je peux te dire que à ce moment-là, les cuisiniers, ils étaient super tendus. Je peux te dire aussi que ça demande une place énorme parce que imaginons que tu veuilles faire un service à l'assiette pour ton entrée, par exemple le foie gras. Le but, c'est pas de quitter l'apéro quand les autres y commencent pour commencer à couper tout ton foie gras, préparer ton chutney, mais juste le portionner et commencer à faire toutes tes assiettes. Non, le but, c'est que tu aies de la place, tu puisses faire tous tes foie gras, par exemple, ou toutes tes assiettes de saumon ou ce que tu veux un peu avant. Tu étales tout et au moment de servir, là, ben, voilà, il y a 2-3 personnes qui viennent t'aider, chacun prend 2-3 assiettes, les pose à chaque convive et puis là, ok, ça va vite. Mais le problème, il va se poser quand même pour le plat principal. Le plat principal, tu ne peux pas faire comme ça puisque c'est chaud. Alors imagine un peu ton plat principal. Tiens, je vais te donner un exemple de plat assez simple pour Noël. On va dire une dinde farcie au marron. Donc déjà, il va falloir sûrement découper ta dinde. Ce que je ne te conseille pas. Si tu prévois une dinde, peut-être prévoir des morceaux déjà coupés, puisque sinon, il va falloir sortir la dinde, la découper. Ou alors, tu peux cuire ta dinde, la découper et la remettre au four. On va dire que, je sais pas, tu cuis ta dinde tôt le matin, tu la découpes, tu la remets dans ta cocotte, à température, je sais pas, autour de 100 degrés, qu'elle reste chaude, que la cuisson elle continue à peine. Et du coup, tu as ça de moins à faire au moment du service. Donc, je reprends mon exemple du service à l'assiette. Imaginons, tu as bien fait ton coup, la dinde elle est coupée, paf, une aile, une cuisse, voilà, tout ce que tu veux pour chaque personne, hop, tu mets dans l'assiette. Ensuite, tu as prévu un féculent. Allez, disons qu'aujourd'hui, tu as décidé de faire du quinoa rouge, parce que ça change. Disons que tu as décidé de faire 3 purées. Donc, tu mets la viande, le quinoa rouge, allez, tes 2 purées, plus ta sauce. Tu te rends compte, ça fait 5 manipulations par assiette. Si tu es toute seule à faire ça, ça va te prendre énormément de temps pour chaque personne. En plus, je dirais que ça te pousse à gaspiller. Puisque quand tu fais ces assiettes-là, tu ne sais pas qui tu vas servir si tu as 10-15 personnes à table. Alors, si tu ne sais pas à quelle personne tu vas servir, tu vas mettre la même quantité pour tout le monde. Alors, les gros mangeurs, pas de problème, tu vas les resservir parce qu'ils vont te dire « Ah, c'est super bon, est-ce que je peux en avoir ?» Ça te fera plaisir, hop, on les resserre. Mais par contre, les petits mangeurs ou les enfants, ils vont te dire, ils vont rien dire d'ailleurs. Ils vont manger, ils vont en laisser la moitié et ce sera tout ça de gaspillé. Donc, le service à l'assiette, moi je dirais que peut-être, ok, si tu es 4 ou 6 à table, mais vraiment pas plus. Au-delà, un bon service dans un beau plat, voilà, un magnifique plat, tu mets ta purée un peu dressée joliment, tu mets un peu ta viande joliment, paf, la saucière. Ce que je te conseille, pour que ça traîne pas trop au service quand tu fais service au plat, en fait, c'est de prévoir un plat pour 4 personnes. Je repars avec mon exemple de la dinde, du quinoa et des purées. Par exemple, tu peux faire un plat avec dinde plus quinoa. Dans le plat, tu mets les purées et tu prévois ça pour 4 personnes.
Comme ça, le temps que les 4 se servent, ça y est, ils n'ont pas à passer le plat à côté. Et du coup, si tu vois, tu as une table de 10 par exemple et que tu prévois qu'un plat, entre le moment où le premier se sert, le moment où le dernier se sert, eh ben, il s'est passé du temps, les premiers ont presque fini, ça s'est refroidi et tout et tout. Donc voilà, si tu veux le faire au plat, c'est un petit peu moins classe, ok, ça te prend beaucoup moins de boulot, beaucoup moins de stress et tout, donc ça, c'est pas du tout négligeable. Et en plus, si tu prévois vraiment un plat pour 4, voilà, si tu es 10, ben, tu vas prévoir juste 2 plats. Tant pis, enfin 2 plats, deux fois de quoi mettre tes invités. Voilà, la viande, les céréales et la purée. Voilà, ça fait pour 5 chacun, mais voilà, environ 4-6, mais vraiment pas plus que 6. Et comme ça, voilà, tous tes invités se serviront, mangeront rapidement, ça sera chaud. Voilà, embarque-toi dans le service à l'assiette, vraiment si tu maîtrises, parce que franchement, je pense que ça peut être une belle galère. Et même si tu le fais et que tu le maîtrises, voilà, pense à tout. Pense à tout. Je sais que les cuisiniers, quand je bossais pour des mariages, vraiment tout était prêt une demi-heure avant. Le chef y passait, la sauce c'est toi qui la mets, ceci, cela. Le modèle de l'assiette il est comme ça, vous faites exactement pareil. La viande elle est là c'est la purée et tout et tout. Bon, ok, on ne veut pas atteindre cette classe-là. Mais quand même, pour faire un beau service à l'assiette, n'oublie pas que ça va te demander beaucoup de travail. Donc si tu n'es pas sûr de ton coup, un petit service au plat, ce sera super. La 6e question qui est nécessaire que tu te poses, c'est de quel matériel je dispose. Disons que tu as envie de faire des verrines en entrée, super sympa, ok. Tu vois que, je dis n'importe quoi, vous êtes 12 personnes, tu n'as que 10 verrines, eh ben ça ne va pas être possible. Pareil, pour le service au plat, vérifie que tu as vraiment assez de plats, comme je te le disais, en comptant un plat pour 4-6 maximum, en disant dans ce plat-là, il n'y aura pas exemple la viande, le féculent, dans l'autre, il n'y aura que la purée. Voilà, on est 10, ça me fait 4 plats, j'ai bien mes 4 plats, c'est bon, c'est nickel. Donc vraiment, il faut que ton menu corresponde à la vaisselle que tu as. C'est vraiment super important. Voilà, c'est pas au moment où tu as tout acheté, tu as ton idée, tu as bossé ta recette, tu sais comment on l'a fait, tac tac, qu'il faut te dire ah mince, j'ai pas assez de verrine, bah tant pis, je suis obligée de mettre un verre, ça va faire dépareiller, mais bon, c'est pas grave. Voilà, c'est simple, mais fais l'inventaire du matériel de service que tu as. Alors, maintenant qu'on a parlé du matériel de service, parlons du matériel de cuisson que tu as. Allez, je te donne un exemple. Ton four. Je pense que comme tout le monde, tu en as un dans ta cuisine, un seul. Tu n'as pas 2 fours. Eh bien, imaginons, tu décides de faire une dinde rôtie. Et à l'apéritif, tu veux faire des feuilletés. Ta dinde rôtie va cuire au début peut-être à 200 degrés et un peu après à 180 degrés parce qu'elle sera trop colorée, il faudra la faire cuire à l'intérieur. Par contre, tes feuilletés, eux, pour faire pousser la pâte et les faire bien lever, c'est à four chaud 220 degrés. Alors, comment tu veux cuire ta dinde en même temps que tes feuilletés? Il va falloir, par exemple, que tu commences à faire cuire ta dinde, que tu la sortes du four, que tu augmentes la température de ton four, que tu attendes que ton four soit à température. Ensuite, tu enfonces tes feuilletés. Une fois qu'ils sont cuits, tu les sors. Tu baisses un peu la température du four, mais ça c'est pas grave parce que ta dinde, de toute façon, elle sera sortie. Elle aura diminué de température. Donc bref, tu prends ta dinde, tu la remets au four. Du coup, tu as bien perdu peut-être un quart d'heure, 20 minutes de cuisson. Et ça, c'est au cas où ton four est assez grand pour cuire tous les feuilletés de l'apéritif. Alors vraiment, c'est super important. Imagine dans ta tête comment ça va se passer exactement en fonction de ton menu. En te disant, bah voilà, si je fais ci, ben oui, ah oui, j'ai besoin du four pour ça, j'ai besoin du four pour ça. À quelle température? Combien j'ai de niveau? Quelle cuisson? Est-ce que si c'est chaleur tournante, ça va? Mais par exemple, si tu as besoin d'une chaleur que en sol, par-dessous, eh ben, tu ne pourras pas tout mettre dans ton four. Enfin bref, vraiment, fais un inventaire de ton matériel de cuisine et vois si ça peut aller. Je continue avec ma dinde. Si tu te rends compte qu'en fait la dinde c'est pas une bonne solution, tu la fais pas au four parce que tu as ce problème de feuilleté et tu t'es dit que la dinde en cocotte ça allait très bien, ok, imaginons vous êtes 6-8, ok, une grosse dinde dans une grosse cocotte, 6-8 ça passe. À 10, ça passe, je pense, un peu moins. Du coup il te faudra 2 cocottes. 2 cocottes ça veut dire 2 feux. Sur ta plaque tu as 4 feux, il t'en restera 2. Voilà, pense un peu à tout ça. Alors peut-être que quand tu regardes cette vidéo là maintenant tu dois dire oh là là trop de questions, déjà que c'est compliqué, alors toi Charline tu me rajoutes encore des choses. Oui c'est vrai, mais je te dis tout ça pour ton bien, tout ça pour que ça se passe super bien et que ça soit vraiment réussi.
et que voilà, tu galères pas le matin de Noël en te disant ah mince, comment je fais avec ci, avec ça va être la galère, mes feuilletés sont pas cuits, c'est raté, mince, ma dinde, on peut pas passer à la table parce que du coup j'ai sorti du four, elle est pas cuite, oh là là, comment je fais, c'est la galère, tu stresses et tout. Enfin bon, voilà. Vraiment, voilà, toutes ces questions, ça sert à bien réussir ton repas de fête et c'est vraiment, vraiment très important que tu te les poses. Voilà, cette fois-ci, maintenant que tu t'es posé toutes ces questions, il est temps de faire ton menu. Là-dessus, franchement, pas de conseils. Pas de conseils, voilà, chacun ses préférences, des recettes de Noël, il y en a plein partout sur Internet. Donc, je vais passer ce point-là, voilà, vite fait. On va passer à la prochaine question à te poser, c'est quand faire les courses. Alors, tu as ton menu, tu sais exactement ce qu'il te faut, c'est le moment de partir en course. Alors, là, c'est vrai que c'est déjà un peu tard, mais c'est vrai que c'est conseillé de faire les courses avant le mois de décembre, parce que c'est vrai que les prix en ce moment, ils sont en train de flamber. Les prix des choses que tu n'as pas l'habitude d'acheter, je sais pas moi, des Saint-Jacques, le foie gras, les crevettes, les langoustines, des trucs comme ça. Voilà, le prix il est en train de flamber, puisque c'est quoi le principe d'un marché? Un marché, c'est l'offre et la demande. La nature, elle n'est pas faite pour produire plus au mois de décembre parce que ben, c'est Noël, quoi. Du coup, ben, normal, hein, l'offre elle est beaucoup plus grande, l'offre elle reste comme elle est, la demande elle est beaucoup plus forte, même si les industriels ont fait des stocks, ils ne vont pas se priver de t'augmenter les prix parce qu'ils savent que de toute façon tu vas l'acheter. Donc pour en finir avec quand faire les courses, le plus tôt c'est le mieux. Maintenant tu regardes cette vidéo, il est ce là, il est le jour là, donc du coup peut-être que tes courses elles sont pas faites et puis c'est trop tard pour ce petit conseil, mais note-le l'année prochaine. Et super important par contre, comme tu as ton menu, c'est vraiment bien de faire les courses le plus tôt possible pour les raisons que je viens d'expliquer, mais aussi parce que si tu ne trouves pas un produit, eh bien, tu peux toujours changer ta recette. Alors que si tu fais les courses au dernier moment, c'est trop tard pour te dire ah non, je retrouve une idée de recette, je retourne faire les courses, je retrouve ce produit-là. Voilà, donc le plus tôt tu fais tes courses, le plus tôt tu as tout dans ton frigo, enfin regarde les DLC, congèle s'il faut. Voilà, si tu veux, enfin si tu prends de la viande ou du poisson chez le boucher, chez le poissonnier, voilà, n'hésite pas à commander, commande. Comme ça, voilà, lui, il sait à peu près quoi commander auprès de ses fournisseurs aussi, c'est un confort pour lui. Toi, voilà, tu es sûr d'avoir ta marchandise. Tu peux même aller la chercher quelques jours avant, quitte à la congeler, pour être sûr que bah ouais, ton poulet il est bien là, il n'a pas zappé ta commande, parce que, je sais pas moi, si ton ingrédient principal, bah, c'est une dinde farcie, tu arrives chez ton boucher et avec toute la bonne volonté du monde, bah, malheureusement, je sais pas, le papier de ta commande il s'est perdu et il n'a rien pour toi, ou alors il a totalement autre chose, bah, voilà, ça va te plonger dans une galère. Donc plus tôt tu as les ingrédients, mieux c'est. Alors, la 9e question à te poser, c'est qu'est-ce que je cuisine le jour J? Et aussi, du coup, qu'est-ce que je cuisine la veille ou l'avant-veille? En fonction de ton menu, tu peux savoir exactement un peu, bon bah ça va, je peux le faire 2 jours avant, ça la veille je peux, ça le matin même. Alors mon grand conseil, c'est de ne rien prévoir pour le matin même de Noël. Normalement, tu as fait le réveillon le 24 au soir, tu t'es pas couché tôt, tu vas avoir plein d'invités qui arrivent le midi, t'es pas à l'abri, je sais pas moi, d'une fuite d'eau, d'un réveil, d'une panne de réveil, enfin bon, on sait pas. T'as plein de choses à faire, de petits trucs à penser, aller chercher le pain, passer un dernier coup de serpillière, enfin voilà, faire 2-3 trucs comme ça. Donc si tu peux ne rien avoir à faire comme préparation le jour de Noël, le matin avant ton repas du midi, c'est vraiment génial. Je reprends mon exemple de viande, si tu veux, disons une dinde rôtie. Eh bien, ta dinde rôtie, si tu la fais à la broche, eh bien, à la limite, prends la broche, prends ta dinde, hop, embroche-la, farcis-la si tu fais de la farce, hop, au frigo, et le lendemain, paf, t'as plus qu'à coller la broche dans ton four et à faire cuire ta dinde. Vraiment, ce que je te conseille le jour J, c'est tu n'as que à cuire ou réchauffer. Parce que c'est vrai qu'une dinde rôtie cuite la veille, non, c'est vraiment pas bon. Oublie. Mais par exemple, si tu décides de faire des purées, comme j'ai repris dans mon exemple, eh bien la veille, tu peux faire très bien cuire tes légumes, je sais pas moi, carottes, brocolis, chou-fleur, ce que tu veux. Tu les fais cuire, tu les moulines, tu les réduis en purée, hop, tu les stockes dans ton frigo, et le jour J, tu n'as plus qu'à prendre ces purées, tu les mets dans des casseroles, tu les réchauffes, en fonction de la texture, tu rajoutes un peu d'eau ou pas, tu passes bien du temps à soigner l'assaisonnement, c'est super important. Et justement, ça me permet de rebondir un peu sur la suite.
ce jour-là va être aussi propice à, donc, puisque toutes tes préparations sont faites, concentre-toi juste sur l'assaisonnement. Tu goûtes comme si tu étais un invité qu'on te servait ça à table, et non pas avec dans l'état d'esprit de dire oh mince, t'as vu quelle heure il est, vite, faut que je fasse ci, j'ai oublié ça, j'oublie de saler par exemple parce que je croyais que je l'avais fait hier. Non, là, voilà, t'as plus qu'à réchauffer, t'as plus qu'à goûter, terminer, assaisonner tes plats, voir la consistance de ta sauce, de ta purée. Et ça, c'est vraiment, vraiment le top du top. Voilà, c'est ce que je te conseille si tu y arrives. Ça y est, on arrive à la 10e et dernière question. Alors, cette 10e et dernière question, ça va être un peu ok, mais qu'est-ce que j'ai à faire le jour J et comment ne rien oublier? Combien de fois j'ai entendu ah oui, mince, j'avais des feuilletés dans ce congèle-là, du haut ou du bas, je les ai oubliés. Ah oui, il y avait tel vin, j'ai oublié de le sortir. Ah oui, j'avais prévu un petit condiment avec le fromage, j'ai oublié, tiens, c'est en vidant le frigo qu'on le retrouve. Enfin bref, j'ai entendu ça plein de fois, plein de fois, plein de fois dans ma famille. Donc, ce que je te conseille, qui va vraiment, vraiment énormément t'aider, voilà, quand on cuisine, même nous en collectivité, ça nous arrive de faire des prestations, des buffets et des choses comme ça. J'ai jamais vu un buffet sans une liste. Tu fais une liste de ce que tu as à faire le jour J et ce que tu ne dois pas oublier. Alors, en plus, c'est super bien parce que pour faire cette liste, il va falloir que tu te projettes au jour J, c'est-à-dire, bon, il est dimanche, il est 10h, le repas de Noël il est dans 2 heures. Qu'est-ce que j'ai à faire entre le moment où les premiers invités ils arrivent et le moment où je leur donne le café, le thé après manger, et après ça va, je suis tranquille. C'est pour ça que dans ta tête, je te parlais tout à l'heure, par exemple si tu fais une volaille rôtie, qu'il va falloir prévoir le temps pour la découper et ou déjà prévoir, puisque c'est ta famille, normalement à Noël ou des gens que tu connais très bien, voilà, demander à quelqu'un, ah tiens, tu viens pour Noël, c'est cool, par contre j'aurais besoin de tes services pour découper la volaille. Moi, je me sens pas trop, voilà, si tu peux me donner un coup de main là-dessus, je serais ravie. Hop, comme ça, tu sais, paf, t'as quelqu'un pour découper ta volaille, toi, tu vas pouvoir faire autre chose pendant ce temps-là, cette tâche, c'est quelqu'un qui l'a fait, t'es débarrassé. Donc, comme je te disais, je reviens à ma liste, tu reprends ta liste et tu notes tout. Par exemple, bah tiens, à 10h, mettre la volaille à rôtir. 10h10, sortir les purées. 10h20, cuire le quinoa. Enfin, je dis n'importe quoi, tu vois. Et tu notes tout. Apéritif, les feuilletés, les gougères, tel vin. Ou tiens, par exemple, si l'été, tu as fait un petit vin, je sais pas moi, vin de noix, vin au figue, vin comme ça, et que tu veux le sortir à Noël, voilà, tu t'écris tout sur cette petite liste. Et pour ne pas t'y perdre, tu essaies de le mettre par ordre chronologique. Tu affiches ça dans ta cuisine et tu jettes un œil, puisque de toute façon, cette façon de faire, tu vas, je dirais, externaliser les tâches de ta tête. Du coup, tu vas te sentir beaucoup plus serein, beaucoup plus sereine. Tu auras quelque chose sur lequel t'appuyer. Et puis voilà, tu n'auras pas à te concentrer et à te dire qu'est-ce que j'ai à faire, qu'est-ce que j'oublie. Non, ça, c'est tout sur la liste. Fais-toi confiance, fais confiance à ta liste. Et puis voilà, ça va super bien se passer. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je ne me rappelle pas d'en avoir fait une aussi longue que ça. Mais bon, ça me tenait vraiment, vraiment à cœur de te donner mes petits conseils pour que tu réussisses ton repas de Noël. Ce que je t'invite à faire, c'est que ça, c'est vraiment 10 questions à te poser qui me paraissent essentielles, disons. Mais je suis sûre que toi, tu as d'autres astuces. Alors n'hésite pas, partage-les dans les commentaires, partage tes astuces, partage ton repas de Noël aussi si tu veux en disant ton menu. Et aussi, surtout, n'hésite pas, pose tes questions. Soit moi, soit la communauté Menu Hebdo va te répondre, puisque maintenant on est plein d'actifs sur YouTube, dans le blog. Voilà, je suis super contente, les gens se parlent, se répondent, c'est super génial. Alors surtout, n'hésite pas à participer en dessous de cette vidéo et partage tout à propos de ton menu de Noël, tes difficultés, tes bonnes idées de menu, tout ça, tout ça. Surtout, fais-toi plaisir. Et ben voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, si tu l'as aimé, mets-moi un pouce bleu énorme et gourmand. Ça me fait vraiment, vraiment très, très, très plaisir. Il y a plein de choses qui vont s'afficher. Tu peux t'abonner à la chaîne. Et je t'invite aussi à revoir les autres vidéos que j'ai faites, qui sont toujours d'actualité, qui sont des astuces pour gagner du temps en cuisine. Et ça peut te servir vraiment tous les jours. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à bientôt. Bye bye!